Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Recherche et enquête cauchemardesque, de nouveau en studio. La dernière fois en studio, je vous ai présenté des techniques traditionnelles selon le spiritualisme et le spiritisme pour communiquer avec l'au-delà. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire, le lien sera en fin de vidéo et en description. Aujourd'hui, ce sont des techniques beaucoup plus modernes, enfin bien que pas tant que ça, que je vais vous présenter. Ce sont celles utilisées par les chasseurs de fantômes tels que nous. Ainsi, on en profitera aussi pour vous présenter notre matériel qu'on utilise pendant les explorations paranormales, donc ceux que vous voyez en ligne sur la chaîne. Nous allons donc aborder des techniques de transcommunication, qui sont tout simplement des captations d'images et de sons de l'au-delà. En physique quantique, on parle de rayonnement et de fréquence, deux éléments qui permettraient à un esprit de se manifester de façon tangible dans notre réalité à nous, pour entrer en contact avec d'autres atomes, les nôtres ou ceux des objets qui nous entourent. Ces nouvelles techniques ne posent aucun problème au spiritisme, qui intègre les nouvelles technologies. Allan Kardec lui-même aurait dit: à mesure que des moyens plus faciles de communiquer sont à notre portée, les esprits abandonnent les moyens primitifs, insuffisants et incommodes. La TCI, ou transcommunication instrumentale, c'est une technique pour capter ce qu'on appelle des PVE, phénomènes de voix électronique. C'est en 1898 que le célèbre Nikola Tesla inventa une radio avec un circuit de cristal permettant de communiquer avec les défunts grâce aux sources électromagnétiques de la pièce environnante. Son rival, Thomas Edison, a lui aussi essayé d'inventer une boîte pour communiquer avec l'au-delà. Les premiers enregistrements de PVE, nous les devons à un ethnologue, Valdemar Boguras, en 1901. Il a réussi à enregistrer des voix d'outre-tombe grâce à des radios à lampe via des ondes électromagnétiques. L'ont suivi dans les années 1950 le père Agostino Gemelli, puis en Suède en 1960 Fredrik Jurgensen, qui enregistra par hasard des voix de personnes décédées sur des bandes d'enregistrement d'oiseaux. Ensuite, le cas le plus célèbre sont les voix enregistrées par Monique Simonet et le père Ernetti à partir du mois d'avril 1979 à Reims, en France, à l'aide de magnétophones. Les radios, les magnétophones, les dictaphones et maintenant nos micros de caméra et systèmes d'enregistrement audio en général sont les nouveaux moyens de communiquer avec l'au-delà, d'en capter les preuves de son existence. Dans le cadre de nos enquêtes, nous sommes très attentifs au bruit environnant. Ça, c'est un des micros qu'on va utiliser la plupart du temps dans nos explorations, du coup il est vraiment super sensible et il va enregistrer tous les bruits environnants. C'est par exemple celui qu'on a à Saint-Sorlin et qui a enregistré le bruit de chauve-souris que nous on n'avait pas du tout entendu sur le moment. Et ensuite, en post-production, donc au moment du montage, Seb va vérifier tous les fichiers audio, des micros, des caméras, de toutes les caméras, voir si un son ne nous aurait pas échappé ou si un son imperceptible à l'oreille humaine aurait été enregistré par le matériel technologique. Ce qui est déjà arrivé lors des explorations, vous avez dû le constater. Quand ça arrive, du coup, il va augmenter le volume, essayer d'analyser le son pour en trouver une explication. Ça a été le cas, par exemple, à Saint-Sorlin. Parfois, une simple tache lumineuse sur une photographie sera interprétée par les spirites comme la preuve de l'énergie résiduelle de l'âme. Mais nous, les chercheurs en paranormal, on essaye de prendre un peu plus de distance par rapport à ça et on les nomme des orbes. Il peut s'agir parfois de poussière, d'humidité, de gouttes d'eau, d'insectes, de défauts de caméra, d'une toile d'araignée, enfin plein d'éléments polluants. Mais en tout cas, on va toujours chercher l'explication rationnelle, bien que parfois, on l'avoue, certaines images peuvent se révéler troublantes. Il existe même des clichés spirites assez dingues parce qu'ils montrent des cas de lévitation ou d'apparition d'ectoplasme. Supercherie ou réel phénomène paranormal, c'est pas à moi d'en juger. Certains pensent que la science serait en mesure de photographier l'invisible grâce aux rayons ultraviolets et infrarouges. Dans tous les cas, c'est vrai que les chasseurs de fantômes utilisent cette technique qui permet également en fait d'être plongé dans le noir et donc en perdant un sens ou en le minimisant, celui de la vue en l'occurrence, ça permet d'exacerber un autre, l'ouïe. Voilà pourquoi dans nos vidéos, vous allez parfois voir des séquences filmées en infrarouge. On teste tout ce qui existe dans l'espoir d'enregistrer un jour un phénomène paranormal. Il existe également la photographie Kirlian, du nom de ses inventeurs, un couple d'électrophysiciens russes qui l'ont découvert en 1939. Celle-ci capte les rayonnements électriques
Pour les spirites, en fait, elles capteraient l'aura, ou le père-esprit, ou encore le corps astral, comme vous voulez. En ce qui nous concerne, on a des caméras différentes, des éclairages différents, des modes différents. Celle-ci, c'est la petite caméra qui est installée sur le bras, c'est celle qui permet de me filmer, de filmer mon visage sur les vidéos que vous voyez. Et en fait, elle est équipée d'un système infrarouge, ce qui nous permet de filmer même sans lumière. Et tout ça, Seb l'expliquera dans une vidéo où il parlera vraiment de son matériel avec des termes techniques. L'EMF, c'est un petit objet que vous voyez dans toutes nos explorations. EMF signifie Electromagnetic Fields, donc champ magnétique. Parfois on les appelle magnétomètre, teslamètre ou gaussomètre, du nom des unités données par leur créateur. D'ailleurs, on retrouve Nikola Tesla, une fois de plus. L'EMF permet de mesurer l'intensité du champ électromagnétique. On vous fera d'ailleurs une petite démonstration avec le micro-ondes. Par exemple, il va s'allumer si je reçois un SMS sur mon téléphone. Voilà pourquoi nos téléphones sont toujours éteints lors de nos explorations. Faut pas non plus avoir sur soi un talkie-walkie ou un autre objet électronique parce que ça va venir fausser l'EMF qui va s'allumer pour rien. Faut être super vigilant dans les lieux d'exploration car un EMF c'est tout de même assez sensible. Par exemple, dans le manoir abandonné, on a vérifié que le compteur électrique était bel et bien éteint, mais ça ne l'a pas empêché de s'affoler sans raison apparente. Selon la croyance, les esprits seraient pourvus d'énergie magnétique. Donc, en leur présence, l'EMF devrait s'enclencher. Nous avons alors détourné cet instrument purement scientifique pour en faire un outil dans la recherche paranormale. Les enregistrements audio, photos et vidéos et l'utilisation de l'EMF sont donc des nouvelles techniques plus contemporaines pour capter la présence d'entités et tenter de percer les secrets des phénomènes de hantise. Mais sans pour autant rendre les techniques plus traditionnelles obsolètes. Tout dépend de quel côté on se positionne, plutôt science ou plutôt croyance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, un petit commentaire parce que ça nous aide grandement à monter un petit peu dans les suggestions de YouTube. Et si vous voulez en apprendre davantage, nous suivre, vous abonner et on se retrouve bientôt sur le terrain ou en studio. Merci.